Bonjour, shalom, salam alaikum. Avant toute chose, nous nous inclinons devant le Tout-Puissant qui nous a accordé cette journée et nous l'en remercions et nous le prions de nous inspirer à faire de cette journée du bien et à vous animer un club de la presse avec des informations autant que possible vraies, des informations utiles, des informations bienveillantes pour notre vie en société togolaise. Nous vous saluons toutes et tous, autant que vous êtes, vous qui nous écoutez un peu partout au Togo, en Afrique, dans le monde entier, que ce soit sur l'application Canal FM ou bien sur les médias partenaires. Nous vous saluons, vous êtes les bienvenus. Pendant que nous saluons également les deux techniciens qui nous accompagnent aujourd'hui, Victor Gwekoku, Michel Tobenga et Géraud Dakoucha. Les confrères et invités qui attendent, qui sont déjà à nos côtés dans ce studio. Mais nous recevons particulièrement Patricia Adjoa Hanou Adjisekou, bonjour. Oui, bonjour, Sass. La secrétaire générale de l'Union des journalistes indépendants du Togo, l'UJID. Alors nous recevons la secrétaire générale de l'UJID pendant que nous découvrons dans le journal Flambeau des démocrates, dernière minute, le journaliste Holonou Humpati a tiré sa révérence. Pendant que le changement écrit, lui, à la page 5, nécrologie, la presse togolaise en deuil, le doyen John Holonou Humpati n'est plus. Eh bien, Patricia Adjisekou, John Holonou Humpati, c'est l'un des pionniers de la presse libre au Togo. Il a été le directeur de publication de l'hebdomadaire Carrefour, ce journal Carrefour où j'ai travaillé entre 2003 et 2006. John Holonou Humpati a été également membre fondateur d'un certain nombre d'organisations de la presse comme la TEP, comme le GIT que vous dirigez actuellement, également comme la maison du journalisme devenue maison de la presse, comme l'OTM, comme le CETEP, comme le CONAP. Et dans sa jeunesse, John Holonou Humpati a été également de tous les combats de la presse togolaise. Et il a également eu son engagement politique. Holonou est ou bien a été membre fondateur du mouvement patriotique du 5 octobre, le MO5. Patricia, voilà ce téné, ce grand frère qui nous a quittés il y a quelques heures. Oui, ça. Je présente tout d'abord toutes les condoléances à la presse togolaise, à la famille de notre doyen. Effectivement, comme vous venez de le dire, le doyen, le journaliste Holonou Humpati a écrit sa dernière page. Et hier, vous comme moi, nous avons appris la nouvelle. C'était dans la nuit où j'ai été informé du décès du doyen Holonou suite à une courte maladie à la clinique Biassa. Donc c'est l'information que j'ai à mon niveau. Et comme vous venez de le dire, vraiment nous saluons la mémoire d'un homme calme, toujours calme, qui a toujours les mots justes pour départager. L'un de nos doyens à l'UJID, lors de nos rencontres, lors de nos assemblées générales, il est toujours là, toujours disponible. Chaque fois que vous lui faites signe, il est là. Et lors de nos discussions à l'AG, lors de nos discussions à l'Assemblée, à nos assemblées générales, il est toujours là, il intervient toujours. Je vous dis, il a toujours les mots justes pour départager. Et la dernière fois, lors des États généraux, je crois que vous voulez en savoir davantage, il n'était pas là à Kara la dernière fois. Lors des journées portes ouvertes. Oui, il commençait déjà à être miné par la maladie. Oui, mais bon, vraiment, c'est une nouvelle qui nous a secoué,
qui nous a surpris vraiment. Merci, merci Patricia. Et John Holonu Mpati, il a eu une vie de journaliste, il a connu ses engagements d'activiste politique au début. Mais Patricia, je vous confie quelque chose sur la fin de la vie de John Mpati. Je voudrais que nous y réfléchissions ensemble. John Holonu, il a créé le journal hebdomadaire Carrefour. Et j'ai travaillé pendant près de 3 ans à sa rédaction. Mais le constat est fait que depuis quelques années, le journal Carrefour a disparu des kiosques. Et puis, la fin de vie de John Holonu a été dans une forme de dénuement. C'est pour dire, Patricia, vous qui dirigez le gîte, amenez-nous à réfléchir pour soigner la fin de la vie des journalistes. Oui. Je ne voudrais pas que vous y répondiez maintenant, mais réfléchissez-y. Oui, ça, on y réfléchit depuis. Ce n'est pas le cas du doyen Holonu. Peut-être aujourd'hui, le cas du doyen Holonu nous interpelle. Mais depuis combien de temps on a lancé cette lutte? Je parle chaque fois de la convention collective des journalistes au Togo. Les journalistes qui vivent donc dans la précarité. Nous le dénonçons toujours. Je crois que c'est encore le lieu, c'est l'occasion pour nous et nos doyens, nos directeurs et autres, qu'ensemble, qu'on puisse s'asseoir et penser réellement au bien-être du journaliste togolais. Merci Patricia. Les journalistes, dans la force de l'âge, travaillent et vivent dans la précarité. Qu'en est-il ou qu'en sera-t-il quand ils seront âgés? Chez nous, on dit, quand le bois vert brûle, qu'en serait-il du bois mort? Merci encore une fois. Toutes nos condoléances à la presse togolaise, à la famille biologique de John Holonu Mpati, à sa femme et à ses enfants, à tous ceux qui l'ont connu. Merci Sas. Magloire Teko Kenvi, bonjour. Bonjour Sas, bonjour chers confrères et bonjour à tous nos auditeurs. Michel Tchadja de Ouara les Vainqueurs, bonjour. Bonjour Sas, bonjour à nos amis du bout des ondes, bonjour aux confrères ici présents. Ambroise Yao Konjo de The Guardian, bonjour. Bonjour Sas, bonjour les confrères ici présents, bonjour les auditrices et les auditeurs de Radio Canal FM. Je voudrais profiter pour toujours rappeler la dégradation avancée de la voie Ségbé. Je crois que les choses, on espère que le gouvernement fasse quelque chose pour nous sortir de l'ornière. Merci. Un invité que vous allez découvrir tantôt, juste le temps que nous vous présentions la pensée du jour. C'est une sagesse de notre terroir que nous partageons aujourd'hui qui dit ceci: plutôt qu'un ignorant qui m'amuse, je préfère un homme avisé qui me pique. Encore une fois, plutôt qu'un ignorant qui m'amuse, je préfère un homme avisé qui me pique. C'est une sagesse de notre terroir. Et juste cette information, c'est aujourd'hui, jeudi 12 mars, que la ministre en charge des infrastructures devrait procéder au lancement des travaux du projet PIDU, entendez par là projet d'infrastructure et de développement urbain, qui va consister à bitumer ou paver 2 artères dans la banlieue nord de Lomé. Mais nous apprenons auprès du PIDU que la visite du chantier de la ministre est reportée sine die. Lorsque nous en saurons davantage, nous viendrons ici en parler avec vous. Sujet important, nous allons revisiter encore une fois aujourd'hui la période que nous vivons. Nous avons connu un scrutin présidentiel apaisé, mais la période post-électorale se révèle plutôt chrysogène. Nous allons partager ces informations avec vous, tout comme une situation qui se passe auprès de la COPEC Solidarité depuis quelque temps. Vous vous rappelez, le vendredi dernier, nous avons reçu un délégué du personnel de la COPEC Solidarité qu'ils avaient partagé avec nous quelques préoccupations et leur préavis de grève qui devait courir du lundi 9 au mercredi 11 mars, c'est-à-dire de lundi à hier. Et après avoir reçu le délégué du personnel,
nous avons approché le président du conseil d'administration de la COPEC Solidarité, M. Legba Moni, mais il nous a signifié que son agenda est vraiment chargé à cause de la situation, fait qu'il ne pourra pas être avec nous aujourd'hui, mais le rendez-vous est pris pour un prochain jour. Mais nous avons l'heureuse nouvelle de vous annoncer que nous avons dans ce studio un responsable de la fêtière des unités coopératives d'épargne de crédit, la FUSEC Togo. Monsieur Fiango, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour aux auditeurs. Auditrices, s'il vous plaît. Auditrices et auditeurs. Eh bien, voulez-vous vous présenter vous-même concrètement à celles et ceux qui nous écoutent? Oui, mon nom c'est Fiango Komlan. Je suis le directeur des services informatiques de la FUSEC Togo. Merci. Je rappelle que la FUSEC Togo, c'est la fêtière qui comprend, je crois, 39 COPEC. À ce jour, 35 COPEC. 35 COPEC, oui, dont la COPEC Solidarité. C'est bien ça. Eh bien, monsieur Fiango, voulez-vous d'abord nous situer sur les attributions générales de la fêtière par rapport aux COPEC membres, en 1-2 phrases. La fêtière est l'institution que la loi reconnaît comme représentant des COPEC qui lui sont affiliés. Donc c'est elle qui parle en leur nom, c'est elle qui les représente. Et la fêtière est dirigée par un conseil d'administration dont les membres sont élus parmi les présidents des COPEC du Togo. Et elle a un rôle de représentation, de supervision, de contrôle, et elle a surtout l'obligation d'assurer la sécurité des dépôts des membres. Merci pour ce petit tableau. Je rappelle que le problème qui nous intéresse se passe au sein de la COPEC Solidarité. Nous avons reçu un délégué du personnel. Nous sommes en contact avec le président du conseil d'administration. Espérons qu'il se libérera pour nous un prochain jour. Mais M. Fiango qui parle au nom de la fêtière. Alors, je vous rappelle ce titre du journal La Manchette paru hier qui écrivait « Affaire COPEC Solidarité, le PCA, le président du conseil d'administration et les délégués du personnel qui sont à couteau tiré ». Alors, monsieur Fiango, oui, comment est-ce que à la fêtière vous vivez cette situation, pour ne pas dire cette crise qui oppose le président du conseil d'administration au personnel de la COPEC Solidarité? Alors, au niveau de l'institution fêtière, voilà notre position. Nous avons 1500 employés pour l'ensemble du réseau FUSEC Togo. La COPEC Solidarité compte à peu près 150 employés. Et sur ces 150 employés, il y a à peu près 2 tiers qui se sont mis en grève. D'abord, le vendredi après-midi et le samedi, ce qui ne faisait pas partie de leur préavis, puisque la grève devait commencer normalement lundi. Mais déjà, ceux qui se sont rendus le vendredi après-midi et le samedi, dans les agences de la COPEC Solidarité, n'ont pas été servis, parce que les agents avaient anticipé sur le préavis de grève. Nous, à la FUSEC Togo, on a pris les dispositions pour servir les membres, parce que nous sommes responsables de la sécurité des dépôts des membres. Et donc, depuis lundi, nous avons mis en place un plan de continuité d'activité et nous avons servi les membres jusqu'à ce que je ne vienne à votre studio. J'étais personnellement à l'agence Kagome où nous avons mis en place un dispositif pour continuer par servir les membres. Les grévistes ont repris le travail ce matin et nous espérons qu'ils vont continuer comme nous l'avons fait sur les 3 jours. Merci. Alors le problème, encore une fois, c'est au sein de la COPEC Solidarité, le personnel qui reproche un certain nombre de choses à le président du conseil d'administration, sans nécessairement entrer dans les détails. Est-ce qu'au niveau de la fêtière, est-ce que vous êtes conscient, est-ce que vous êtes informé de ce problème entre le président et le personnel? Dans le cas de l'affirmative, comment est-ce que vous travaillez pour régler ce problème entre le président et le personnel? Nous sommes informés des différends que les agents évoquent pour justifier leur mouvement. Notre position est la suivante. Un employé ne peut pas définir la politique d'une institution. Si je prends cette radio, le fondateur de la radio ne peut pas se voir opposé par ses collaborateurs une ligne éditoriale et dire si vous ne respectez pas cette ligne éditoriale, nous allons faire grève pour que vous quittez vos postes. Rassurez-vous, nous travaillons en harmonie parfaite, voilà. Le directeur et le Donc, personnel. Un employé ne peut pas imposer à son employeur la politique que l'employeur doit mener. Le conseil d'administration est mis en place par les membres.
Et c'est sous le contrôle du conseil d'administration que les employés sont recrutés. Les employés ne peuvent pas aller dire au conseil, vous avez pris une décision, nous ne sommes pas d'accord, quittez vos fonctions. Donc, nous, au niveau de l'institution fêtière, nous appuyons totalement, complètement et fortement le conseil d'administration dans sa position. Maintenant, nous sommes dans un état de droit. Lorsque le conseil prend une décision et qu'un employé estime que cette décision est en sa défaveur, il saisit les tribunaux. Et les juges disent le droit. Et il y a des voies de recours. Donc nous sommes dans cette position. Merci. Je rappelle encore une fois que le problème, c'est au sein de la Mouvement Solidarité. Nous espérons avoir prochainement le PCA comme ça. Si nous avons le président, peut-être avec le délégué, nous allons creuser davantage les points qui les opposent. Mais une question, puisque quelqu'un, et nous le savons tous, que l'argent n'aime pas le bruit. Oui. Alors, est-ce que ceux qui ont déposé leur argent de la sueur à la Mouvement Solidarité peuvent être rassurés que leur argent est en sécurité? Totalement et parfaitement. L'argent est en sécurité partout, je vous le garantis. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis lundi, moi je ne suis pas resté assis au bureau. J'ai fait le tour des agences à plusieurs reprises, du matin jusqu'au soir, pour m'assurer que le service minimum est rendu aux membres. Sur tous nos sites, tout le monde qui vient est servi. Merci M. Fiango, chers confrères. Souffrez qu'on n'entre pas dans le débat. Si le président, si le PCA était là, avec peut-être les délégués, là, on aurait les deux parties face à face et on ferait bien le débat. Donc, l'assurance que nous donne M. Fiango au nom de la fêtière, c'est que l'argent des épargnants est en sécurité et que le service minimum a été fait les 3 derniers jours et que le travail a repris aujourd'hui. Oui, c'est bien. Eh bien, lorsque nous aurons les protagonistes face à face, nous allons creuser davantage. Mais comme nous parlons d'emploi et l'occasion d'adresser ce clin d'œil aux demandeurs d'emploi, vous qui voulez travailler. Alors, si vous voulez travailler comme agent de sécurité ou de gardiennage, si vous êtes jeunes gens des deux sexes, entre 20 et 40 ans, eh bien, une bonne volonté vous offre ce poste de sécurité et de gardiennage. De préférence, vous qui habitez dans la zone du port, de Baguida et de Agbalepedo. Si vous êtes jeune, comme Magloire, si vous avez 20 et 40 ans, que vous voulez travailler comme agent de sécurité ou bien gardien, eh bien, et que vous habitez la zone du port de Lomé, la zone de Baguida et d'Agbalepedo, vous pouvez approcher la bonne volonté, la société qui vous garantit de bonnes conditions de travail. Vous n'aurez pas à envoyer des préavis de grève. Et pour en savoir davantage, vous appelez le 90 06 52 52. 90 06 52 52 si vous voulez travailler comme gardien ou comme agent de sécurité dans la zone du port de Baguida et de Agbalepedo. Mais M. Fiango, vous restez à nos côtés. À partir de 12h, nous allons ouvrir l'antenne aux auditeurs. Peut-être que quelqu'un voudrait en savoir. Je préfère que vous mangiez le piment de votre propre bouche. C'est ça. Merci. Alors, quelques préoccupations d'insécurité tous azimuts. Commençons avec cette information que nous donne le changement. Une information qui circulait depuis quelques jours et dont le changement nous parle. Drame à l'école publique, à l'école à l'EP de Pessis. C'était le 10 mars dernier, mardi, suite à une pluie suivie d'un vent violent. Le mur d'un appartement qui abritait 2 salles de classe à l'école primaire publique de Pessis, groupe B, préfecture de Rao, le mur s'est effondré. Une jeune fille, une fillette de 11 ans, a péri malheureusement. Et cet accident fait 7 blessés, dont 6 élèves et le directeur du groupe B de l'école primaire publique. Et le ministre Afo Achadeji, touché, s'est transporté sur les lieux pour faire le constat. Et d'une école à une autre, je vois dans votre journal Voilà les vainqueurs, vous nous parlez de bonne volonté qui sont allés offrir du matériel de travail et de formation. C'est l'association MR qui a fait parler d'elle dans sa générosité à l'école primaire publique de Balai, préfecture de Doufelgou.
Oui, je pense que cette association Agir en milieu rural, en abrégé, AMER, ce n'est pas sa première fois que cette association va sur le terrain, que ce soit en 2014 et en 2016. Cette association a, avec les moyens de bord, assisté un certain nombre d'élèves dans cette préfecture et surtout dans le canton de Ténéga. Et si nous nous référons par rapport à ce que cette association a fait de par le passé, il n'y a pas seulement le canton de Ténéga, il y a d'autres cantons comme Sioux et autres qui ont bénéficié en ce qui concerne les élèves des dons pour permettre aux élèves de fréquenter ou d'étudier dans de bonnes conditions. Et cette fois-ci, le 4 mars passé, je pense que c'était donc dans le village de Balé que cette association est allée offrir aux tout petits du jardin d'enfants les jouets, les couvertures. Et ça n'a pas arrêté seulement aux tout petits, il y a aussi les élèves du cours moyen qui ont, par l'intermédiaire de jeux questions-réponses, gagné aussi des cadeaux. Donc, c'est ici le lieu d'appeler donc de bonne volonté des institutions financières à apporter du soutien à cette association qui a vraiment le sens de partage, parce que lorsque vous avez et votre vis-à-vis n'a pas, il faut l'apporter. Il faut toujours partager un peu pour donner du sourire autour de soi. C'est ce que cette association vient de faire à Balai et appelle fait donc à toutes les bonnes volontés. Et comme le ministre Atcha-Deji s'est transporté lui-même dans ce village, il va faire en sorte que ce ne soit plus un apatam qui soit reconstruit, mais que l'école soit reconstruite en bonne et due forme pour ne plus continuer à exposer les élèves et les enseignants à de tels sinistres. Autre information que nous donne toujours le journal, le confrère, le changement sur une insécurité. Il s'agit de ce qui s'est passé hier au quartier à Koresoa, à Lomé ici dans la banlieue est, quand le feu a pris dans l'ancienne gare de Rimbo, située dans le quartier à Koresoa. Et le changement écrit que selon les informations, le sinistre s'est déclenché aux environs de 10 heures. Mais les sapeurs-pompiers n'ont pu intervenir qu'autour de 13 heures, alors que le feu avait déjà fini de consumer. Le ministre qui s'est transporté sur les lieux, Magloire, le ministre Yad, qui est censé en tirer de judicieux enseignements entre prévenir et aller constater les dégâts. Bien évidemment, on a tous eu l'information hier, malheureusement jusqu'à ce que les structures officielles n'interviennent pour secourir en tout cas ce qui peut en être, le dégât a été déjà constaté. Mais c'est de bon aloi quand même que le ministre se déplace sur le terrain pour constater de visu ce qui a été fait comme dégâts. Et nous nous réjouissons parce que d'abord, il a joué son rôle d'autorité, mais en même temps, ça doit l'interpeller beaucoup plus à penser à une politique qui permettra, n'est-ce pas, aux autorités en charge, ou du moins au gouvernement à travers le ministère de la sécurité, de la protection civile, de doter, n'est-ce pas, le corps des sapeurs-pompiers de matériel idoine afin que ce corps-là puisse intervenir en temps réel. On se rappelle également des incendies des grands marchés de Lomé. On a vu que les éléments, malgré leur bonne volonté, malgré leur disponibilité, étaient contraints à un déficit de matériel, ce qui fait que finalement on a dû faire recours à nos amis du Ghana qui étaient arrivés appuyer ceux du Togo. Donc dans l'ensemble, les éléments font ce qu'ils peuvent faire, mais il me semble que très souvent les sollicitations sont plus nombreuses que l'offre qu'on a, les matériels qu'on a, ce qui fait que généralement ils interviennent tardivement et les dégâts sont déjà causés. Merci Magloire. Un petit retour sur le drame de l'école primaire publique Pessi. Cette école est sise dans la préfecture de l'Est Mono et non dans le Haro comme je l'ai dit tantôt. Toutes nos excuses. Le PP Pessi où le drame est arrivé, c'est dans la préfecture de l'Est Mono. Mais nous continuons avec les brèves sur
l'insécurité. C'est la Nouvelle Tribune, dont le directeur et l'homme n'est pas avec nous malheureusement aujourd'hui, mais qui nous parle des braquages qui reviennent. Braquage, nouvelle série noire. Et la Nouvelle Tribune écrit que les braqueurs ont repris service. Il y a quelques jours, nous parlions de ce qui était arrivé par 2 fois dans la région des Savanes. Et puis, la Nouvelle Tribune nous informe que ici à Lomé, c'est une dame qui a été agressée le mardi dernier dans la banlieue à Goët-Télessou par des malfrats qui lui ont soutiré la somme de 10 millions de francs CFA que la dame transportait et que des malfrats ont emporté. Donc, prudence, Ambroise, si vous avez autant d'argent sur vous, prenez un minimum de disposition ou bien carrément allez déposer votre argent dans une banque ou bien à la COPEC Solidarité. Oui, je crois que la COPEC Solidarité serait mieux parce que, vous savez, il y a de ce fait-là qui se produit tout le temps dans notre capitale. J'ai l'impression que la sécurité a encore relâché. Moi, j'interpelle le ministre Siak directement. Je sais qu'il en a fait par le passé, il y a de cela 1 an. Il a bouclé les quartiers pour pouvoir dénicher. Je lui dis qu'il y a des voleurs dans les quartiers. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait si vous connaissez les endroits où les voleurs opèrent, allez le lui indiquer. Je dis, j'en ai parlé à Yak face à face comme ça, qu'il y a des voleurs, moi, dans notre quartier. Je ne vais pas aller très loin. Et bizarrement, c'est après 8 mois qu'il a pris des dispositions pour contingenter les quartiers et dénicher certains. Il y en a encore. Tu vois, les gens bien habillés, ils ne font aucun travail. Je vous dis qu'il y a des voleurs dans les quartiers. Ça, c'est vous semblez connaître le ministre. Eh bien, allez lui indiquer. Non, il écoute. C'est ça qu'il me suit actuellement. Et au-delà de ça, je crois qu'il y a, au-delà du phénomène du braquage, des gens qui transportent de l'argent liquide après l'avoir pris au niveau des banques. La dernière fois, j'ai assisté à une scène. J'étais venu à la poste d'Aïda Gomé ici pour une opération et une dame de 65, 70 ans. Elle est assise, elle cherchait son argent, elle n'a pas trouvé. Tout le monde était ébahi dans la salle. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris un taxi. Du temps qu'il descend, il y a des gens qui sont descendus, rentrés dans le taxi. Et elle a remarqué qu'il y a des messieurs qui parlaient et disaient que bon, eux, ils vont arrêter ici, il n'a qu'à descendre. Descendu, elle se rend compte qu'on a pris les 200 000 sur elle. Et tout le monde, il y a un militaire, le militaire a failli pleurer. C'est dire que les gens doivent... Les militaires peuvent aussi pleurer? Non, le militaire, il est aussi... non, il est sensible. Non, c'était juste oui, il est sensible. C'est dire que c'était pitoyable le jour-là, quand la dame s'était rendu compte que son argent a été volé. Donc, nous-mêmes, nous devons être vigilants dans la ville. Il faut que les Togolais eux-mêmes soient vigilants, d'être vigilants dans les quartiers, et même les banques, ceux-là qui veulent faire des grosses opérations, doivent être vigilants et aller savoir là où déposer l'argent ou quand on prend, là où on doit quitter. Donc les brands doivent prendre des dispositions pour avoir des petites portes par lesquelles les gens doivent quitter. Merci. Chacun pour avant de les exposer. Son propre agent de sécurité. Mais entre nous, ce n'est jamais prudent de transporter beaucoup d'argent ou des objets de grande valeur sur soi. Nous, chrétiens catholiques, nous aimons prier et ne nous laisse pas aller à la tentation. Donc, que ceux qui détiennent de l'argent et des bijoux ne tentent pas non plus les malfrats. Mettez vos biens en sécurité. Mais terminons l'insécurité par ces 2 petits articles de Front des démocrates. Magloire, d'abord, dans l'éditorial, vous parlez du salut sur les routes. C'est malheureusement, encore une fois, le constat amer que la route togolaise tue. Et vous écrivez que le salut sur nos routes n'est pas pour aujourd'hui, même pas pour demain, et vous identifiez certaines des causes là de ces accidents qui causent ces drames sur les routes. Oui, évidemment, on l'a dit très traditionnellement au Togo, on nous met en exergue, ou du moins on met beaucoup plus en exergue l'état un peu piteux de nos routes pour justifier ou du moins pour expliquer un peu la recrudescence des incidents sur nos routes. Mais on a constaté que à partir de 2010 comme cela, le gouvernement a essayé de faire ce qu'il peut pour, n'est-ce pas, doter un peu le pays de bonnes routes. Sauf que derrière, on a constaté que le salut qui était en projection tarde toujours à arriver. Parce que justement, au-delà des causes techniques, les causes humaines qui
véritablement viennent des hommes ne changent véritablement pas. Et ces causes sont c'est la conduite en état d'ébriété, ça continue toujours. On a parlé de surcharge. Le gouvernement a mis les dispositions en place pour que les agents puissent être posés sur des tronçons donnés pour éviter que les chauffeurs, n'est-ce pas, s'enlisent dans cette situation. Mais malheureusement, il suffit juste de prendre un taxi d'ici Palimé ou d'ici à Neko pour constater que le phénomène est toujours d'actualité. De la surcharge est d'actualité. Et tout ça, ça fait une constellation de causes humaines qui font que véritablement les accidents sont toujours au quotidien, on les constate et malheureusement c'est des pertes en vies humaines que nous enregistrons malgré le fait que toutes les dispositions avaient été prises pour éviter cela. Voilà, on ne finira jamais de le dire, hein, la conduite en état d'ébriété, on a déjà pris 2-3 bouteilles de bière ou bien 2-3-4 verres d'alcool et on se permet de prendre le volant ou bien le guidon, c'est dangereux. Le mauvais état des véhicules. Est-ce qu'on contrôle est-ce que la visite technique de nos états, de nos engins sont valides, hein, la surcharge et puis pour ce qui concerne la conduite en état d'ébriété, vous nous rappelez à la page 4 qu'en décembre dernier, le gouvernement avait annoncé l'instauration d'un test d'alcoolémie sur nos routes. Une simulation avait été faite. Et vous rappelez au ministre Yark, où en est-on pour l'alcotest sur nos routes? Oui, justement, parce que c'est un fait qui nous a amené à questionner aujourd'hui dans notre parution le ministre en charge de la sécurité et de la protection civile, parce que justement, c'était lui qui avait annoncé la mesure. Pour ceux qui connaissent un peu notre bureau, on est situé à l'étage sur le boulevard du 13 janvier. Très souvent, quand nous mettons sur le balcon, il nous vient très souvent de voir des gens au volant avec une canette à la main. Au volant, parce que le feu rouge c'est tout juste en face de notre bureau. Et pratiquement tous les jours de la semaine, on fait ce constat. Alors qu'on se rappelle qu'en décembre dernier, le ministre avait annoncé que désormais le test d'alcoolémie était d'actualité dans notre pays et que très souvent des unités de gendarmerie, de police descendront sur le terrain pour faire des contrôles inopinés pour voir si le taux d'alcool dépasserait 0,5% dans le sang. Et quand c'est positif, eh bien, vous êtes amendé. On a vu dans l'opinion nationale, ça a suscité des spéculations, mais au-delà de tout, on s'est rendu compte que quand vous voyez un peu par rapport au bilan que le CHU Tokoin fait par exemple à chaque période de fête, on a vu que le nombre d'accidents enregistrés au niveau du CHU a considérablement diminué par rapport en 2018 par exemple, parce que c'était au niveau de 75 accidents enregistrés, alors qu'en 2018 on tournait autour de 150. Et donc nous nous sommes dit que cette mesure a du moins permis de dissuader, n'est-ce pas, ces citoyens indélicats là qui se permettaient de boire et prendre le volant. Mais malheureusement très vite on a senti un certain relâchement au niveau du gouvernement. Je ne sais pas si toi Sasga ou les confrères ici présents ont eu à surprendre ou du moins à constater qu'il y a des unités de police, de gendarmerie qui font le test à un usager de la rue. Moi je n'ai jamais rencontré. Merci. Si et donc c'est pour ça connaît un tronçon de route où le test d'alcotest est fait, priez nous en situer. Moi je n'en ai pas encore vu, je n'en vois pas. Et donc c'est ce qui nous amène à nous questionner sur le sujet aujourd'hui pour nous demander en réalité est-ce que c'était juste pour dissuader ces citoyens indélicats là, ou c'est une mesure pérenne que le gouvernement a pris pour véritablement sauver des annonces, ou bien le gouvernement voulait vraiment instaurer l'alcotest pour éviter des accidents. Quand on les voit pas, en bref, c'est comme ça que le même gouvernement, par la voix du même ministre, a annoncé qu'il devrait être procédé au contrôle du permis A pour ceux qui conduisent les motos, et depuis ce contrôle tarde à se révéler effectif. Bon, moi j'ai été l'un de ceux-là qui avaient pris bonne note de la décision, mais qui se disait que ce serait un peu difficile, parce que moi qui conduis
ma moto depuis les années 82 et qui a commencé par conduire, ça fait pratiquement 3 ans. Et si j'arrive à conduire une moto pendant près de 30 ans et plus, et qu'on me demande aujourd'hui d'avoir le permis, alors que des gens viennent directement de la ferme, avec les mêmes dans les conditions qu'on sait, et moi j'ai vécu à Lomé pendant plus de 40 ans, donc je me dis que les vieux vivre à Lomé 40-50 ans n'est pas un gage de bonne conduite. Laisse-moi aller. Les vieux qui ont 70 ans, 80, 90 qui conduisent encore, on va leur demander aussi le permis. C'est la question que moi je me suis posée. C'est une réglementation. Et quand un État annonce une décision, il faut que ce soit effectif. Oui, je suis d'accord là. J'ai dit que c'est une bonne chose. Mais je doute sur la faisabilité à l'endroit de certaines personnes. Et je me dis que c'est une bonne chose. Ils ont déjà commencé. Hein. Quand vous allez au niveau de la direction des transports routiers, les gens même d'eux-mêmes viennent pour faire le permis de moto. Vivement que cette décision puisse rentrer en vigueur, mais que ça ne crée pas des grabuges. C'est là où moi je voudrais... C'est vrai que le ministre, peut-être quand ils se sont le croque-levier, ils ont eu à avoir des choses, mais ils vont quand même nous revenir. Mais l'essentiel, c'est que tout le monde puisse quand même participer à ce permis-là et que les choses soient bien arrangées au niveau de ce top-là et de la transport. Merci. Maintenant, nous abordons la page sociopolitique de cette émission. Je me doute bien que c'est ce qui va intéresser encore beaucoup plus les auditrices et auditeurs. Je disais que nous avons connu un scrutin apaisé. Et puis, la période post-électorale se révèle encore chrysogène. Mais avant d'en venir aux crises, faisons le constat des résultats et du vainqueur de cette élection. C'est ce que nous rappelle voilà les vainqueurs. Victoire de Faure Gnassingbé à l'élection présidentielle. Les messages de félicitations qui fusent de partout. Et chronique de la semaine, lui aussi... va dans le même sens qu'il y a à la page 4. Élection présidentielle au Togo, les dirigeants du monde entier ovationnent le président Faure Gnassingbé pour sa brillante réélection. Michel, c'est juste un constat que vous faites, vous établissez dans vos jours. C'est juste un constat. Vous savez, jeudi dernier, nous étions ici. Et certains se plaignaient que les messages de félicitations... Non, on avait également fait le constat que les télégrammes de félicitations tardaient à arriver. Et je vous avais dit que ça va venir. Et vous avez constaté que juste, on était encore dans ce studio quand nous avons enregistré des messages de félicitations et d'encouragement de la part de certains chefs d'État à l'endroit du président nouvellement réunis. Et donc ça a continué et ça continue toujours, et nous avons jugé bon de revenir sur cet aspect de la chose pour le bonheur de nos lecteurs. Merci. Eh bien, les résultats sont ce qu'ils sont. Nous savons que selon la loi togolaise, quand la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs, le débat est censé clos, sauf que, et nous sommes au Togo, ce débat refuse de mourir. Les gens continuent à réagir sur les résultats, à contester même les résultats, et la presse même se fait un peu l'écho. La preuve, le confrère, le rendez-vous qui écrit aujourd'hui, Faure Gnassingbé, la dernière béquille de la France. Le rendez-vous parle du hideux symbole des longs règnes. L'article dit vent de l'Est, démocratie, multipartisme, élection. Le Togo demeure ce pays atypique et le pouvoir reste détenu et exercé sans contrôle par une personne ou par un groupuscule. Ce que le rendez-vous n'hésite pas à appeler dictature. Le même confrère qui, cette fois-ci à la page 6, se demande, écrit plutôt, concentration de tous les leviers du pouvoir entre les seules mains du parti uni. Est-ce que vers un retour programmé du parti unique, c'est une interrogation. Et puis à la page 7, le rendez-vous se demande si Tikpi Achadam n'avait pas raison sur la problématique d'aller ou de ne pas aller à ces élections. C'est juste ma gloire. Du point de vue de la loi, la victoire de Faure Gnassingbé est désormais consacrée. Mais les contestations ne tarissent toujours pas.
C'est ce que nous disions déjà ici la semaine dernière, que les institutions de la République ont proclamé vainqueur Faure Gnassingbé, et en tout cas la presse prend acte, mais on constate que parallèlement en tout cas au verdict des institutions de la République, ça bouge beaucoup sur le plan politique, parce que justement la majorité des partis de l'opposition, du moins ceux qui sont actifs pour le moment, contestent la régularité de ce scrutin-là. Nous en avons pour preuve les dernières sorties des partis comme l'ANC, qui est revenu avec un travail beaucoup plus scientifique que moi j'apprécie personnellement, parce que ce parti a pris au mot la Cour constitutionnelle qui a été un peu coupable, ou du moins responsable de quelques omissions, quelques ratés en termes de chiffres, des majorations et tout ça. Et au-delà de ça, il y a également le parti ADI qui reconnaît, en tout cas qui demande toujours qu'on procède à l'analyse d'un échantillonnage de bulletins. C'est pour vous dire que oui, nous l'avons dit déjà, que officiellement c'est le candidat de UNI Faure Gnassingbé qui est déclaré vainqueur du scrutin du 22 février. Mais sur le plan politique, la classe d'en face, c'est-à-dire l'opposition, ne reconnaît toujours pas. Et c'est ce que nous constatons jusqu'à ce jour, où il y a des rebondissements sur lesquels nous allons revenir. Merci. Nous continuons avec Ouattara le vainqueur, qui écrit des mauvais perdants qui réclament la reprise du scrutin. C'est ce que disait tantôt Magloire. Ça a commencé par Adi, rejointe par l'ANC, qui font leur constat et qui demandent que le scrutin du 22 février soit purement simplement annulé et repris dans des conditions démocratiquement plus décentes. Dans ce sens, le candidat Jean-Pierre Fabre, nous apprenons que Jean-Pierre Fabre a même saisi la Cour de justice de la CEDEAO. Flambeau des démocrates, lui aussi parle de ces contestations, et le journal écrit que l'ANC dénonce ce que ce parti appelle un hold-up électoral et exige la réorganisation du scrutin, ce que Chronique de la semaine voit autrement, qui écrit à la page 3, contentieux électoral du scrutin du 22 février, l'ANC joue au mauvais perdant en réclamant une annulation et une reprise du scrutin présidentiel. Le changement, pour sa part, trouve plutôt le changement qui est écrit présidentiel 2020, l'ANC demande son annulation et sa reprise dans des conditions idoines. Pour le changement, c'est une perte de temps, d'énergie et d'argent. Ambroise? Oui, la question que certains se posent, pourquoi l'ANC et autres ne s'associent pas à la dynamique de Kodjo pour revendiquer la victoire de Agbeome Kodjo? C'est la question que tout le monde se pose. Justement, une seconde, Ambroise. Le changement écrit un peu la même chose, qui écrit conscient des fraudes, des bourrages d'urnes et autres ayant émaillé le scrutin. Pourquoi les autres candidats de l'opposition ne se mettent-ils pas ensemble pour revendiquer la victoire? C'est la question également qui se pose, le changement. Oui, c'est la question que beaucoup se posent, et moi je m'en tiens juste à la question de ce que les internautes et autres se posent. Et là, je les comprends dans le sens où beaucoup avaient dit, même si c'est un mouton qu'on plaçait à la tête d'une candidature unique, et que le peuple votait à ce monsieur, tout le monde, tous les partis d'opposition ou tous les candidats de l'opposition sont obligés de s'y joindre pour pouvoir savourer la victoire. Maintenant, on a comme l'impression qu'on laisse le peuple quelque part et que les gens cherchent les intérêts. C'est ce qui se lit. Pour ma part, moi je dis en réalité que quand on parlait tout à l'heure de félicitations qui venaient de tout part, j'ai ri. C'est vrai que c'est mon ami Michel qui l'a écrit, ça, je respecte son article, mais je me dis que moi aussi je suis togolais, je suis journaliste et je vis au Togo. Tous ceux qui ont félicité aujourd'hui, même au Bénin à côté, il n'a pas encore félicité. Burkina n'a pas encore félicité, les voisins n'ont pas encore félicité. Maintenant, quand on me dit que des gens félicitent... Pour le Burkina, Christian Kaboré a envoyé un télégramme. Nous sommes en diplomatie. Et en diplomatie, les papiers peuvent partir. Mais dans le fond... Mais nous constatons les papiers. Oui, mais non. Maintenant, moi, le gros morceau même, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis qui est le gros morceau. Même les autres ambassades, surtout le groupe des 5 là, leur silence m'inquiète.
Et ce silence-là devient coupable. Parce que c'est des gens qui sont devenus bavards. Entre-temps, à chaque truc, ils réagissent par un communiqué. Maintenant, on a fait une élection. Depuis les 4 n'ont pas réagi. Ça vous a dit qu'il y a un problème. Donc, même la France, la Belgique, l'Allemagne, tout ça n'ont pas encore réagi. Donc, ce n'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est le Togo et les Togolais eux-mêmes. Vous avez voté. Vous dites que votre candidat a gagné. Maintenant, ce candidat est aujourd'hui inquiété. Mais vous vous taisez dans votre maison comme ça? On a fait beau sur vous, on a fait du gris sur vous. Je ne sais pas, Ambroise. Donc c'est la question que moi je me pose. Je ne connais pas trop les canaux diplomatiques, mais je pense qu'il revient à chaque puissance, à chaque pays, de réagir comme il estime et en son temps. Mais moi je me suis aussi posé la question. Bon, si le candidat uni ou ceux qui sont unis estiment que leur candidat a gagné et que les gens demandent à ce que les bulletins de vote soit compté. Bon, pour moi, est-ce que c'est difficile de revenir sur ça? Ça s'est produit ailleurs. Pourquoi ils refusent? Quand vous refusez, on estime que non, c'est peut-être vous qui avez volé ou c'est vous qui n'avez pas gagné. Merci. Encore la preuve, encore une fois que la Cour constitutionnelle a beau se prononcer, un débat qui est censé être clos définitivement refuse de mourir. Et les gens continuent à contester. Et dans notre travail de journaliste, nous pouvons que continuer à relayer également mais ça, les avis. Ce n'est pas une première fois. C'est-à-dire, quand vous dites ça, c'est en 2020 que nous constatons des contestations après un scrutin. C'est la tradition chez nous. Et c'est là depuis les mouvances démocratiques c'était comme ça au temps du général Ayadema. Et ça continue toujours avec le président actuel. Et on se demande, mais ce pays-là, c'est quoi? Où les gens, chaque fois on proclame les résultats et certains se mettent en marge pour dire non, on n'est pas d'accord, on nous a volé. Et ailleurs même, on n'a même pas pris le soin de démontrer vraiment qu'on a vraiment volé sa victoire. En 2010, par exemple, l'ANC, comment l'appelle-t-on, l'UFC criait qu'on l'avait volé à l'époque, mais l'UFC n'a jamais réussi à montrer les PV sur la base desquels elle disait avoir remporté l'élection présidentielle. On nous jette souvent à la figure que oui, on était en train de faire des compilations, la gendarmerie est venue. Non, je pense que quand vous allez à une élection, vous prenez les dispositions. Ce n'est pas en un seul lieu que vous regroupez vos procès-verbaux. La preuve, l'UFC pendant des années, à chaque élection présidentielle, a toujours eu des kits vers le Ghana parce que craignant une éventuelle coupure des réseaux ici. Ça veut dire que elle pouvait aussi faire la même chose dans la conservation des PV. Donc aujourd'hui, je pense que ces genres de contestations, moi je crains que ça distrait le parti qui a gagné les élections pour l'amener à perdre le temps en tout cas dans la prise de décisions dans le sens d'améliorer les conditions de vie des Togolais. Parce que chaque fois, nous perdons le temps pour les contestations, alors que le Togo, nous avons des problèmes. Celui qui a gagné n'a qu'à se lancer au travail. C'est vrai que depuis 1993 jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais eu d'élection présidentielle dont le résultat est requis, l'unanimité des acteurs. Mais là, on peut dire que le Togo a une certaine curiosité, mais Dieu merci, on n'est pas allé aussi loin que comme des pays comme la Guinée-Bissau, comme l'Afghanistan, où deux présidents se déclarent vainqueurs. C'est pas nécessairement qu'on veut se comparer au mauvais, mais aspirer quand même à aller de l'avant. Mais ça aussi, ce qui est assourdissant et inquiétant dans cette histoire, c'est le deux poids deux mesures de la CEDEAO dans cette affaire d'élection. Quand vous prenez le cas de la Guinée, le Togo avait un problème de fichier électoral aussi au Togo. Et la francophonie était là quand ce monsieur, cet ancien général malien, avait quitté ici à la va-vite, on se rappelle. Et le code électoral même du Togo qui pose problème, la CEDEAO n'a jamais daigné venir en parler avec les acteurs politiques. Maintenant, en Guinée-Bissau, la CEDEAO est un problème aujourd'hui pour les pays d'Afrique. Mais revenons au contexte post-électoral. Dans la lignée de la contestation, le chef de file de la contestation, c'est bien sûr Gabriel Mensongo-Kodjo, qui revendique la victoire, qui s'est autoproclamé et qui a posé des actes. Il a adressé des messages
aux forces de défense et de sécurité. Il a adressé des messages à la nation sur fond d'exécution d'hymne national et de drapeau togolais. Il a même procédé à la nomination de son premier ministre. Hier même, on a appris qu'il a nommé un ministre des Affaires étrangères. C'est tout ça maintenant qui lui valent le débat de l'heure. Et que le Ouattara le vainqueur est écrit panique dans le camp de la dynamique. Kodjo Agboyome Kodjo dans le collimateur de la justice. Et que chronique de la semaine lui aussi écrit à la plutôt flambeau des démocrates. Magloire, vous aussi vous titrez à la page 3. Contestation de la réélection de Faure Gnassingbé par Agboyome, ça glisse sur le terrain judiciaire, écrivez-vous. Oui, comme nous le constatons tous, ça devient beaucoup plus un problème qui se circonscrit sur le plan judiciaire, parce que depuis le début de cette semaine, le procureur de la République s'est plaint au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale sur le cas de M. Agboyome Kodjo, que en tout cas le procureur accuse d'avoir posé beaucoup d'actes qui soient contraires à la loi, et entre autres actes que reproche le procureur de la République au candidat du MPDD. On reproche notamment à ce dernier de s'être adressé à l'armée en tant que président de la République. Après, on lui reproche également d'user, n'est-ce pas, des emblèmes et autres armoiries de la République togolaise au titre, en tout cas, en sa qualité de président élu. Et au-delà de tout, on lui reproche également d'avoir créé un site internet dédié, en tout cas officiel, dédié au gouvernement, ce qui ne devrait pas être le cas. Et pour ce nombre de cas, le procureur demande à ce que le président, ou du moins l'Assemblée nationale, puisse lever son immunité parlementaire afin qu'il réponde de ses actes. Et donc, c'est un peu ça, ramasser le feuilleton. Hier, on l'a convoqué, il n'y était pas, il s'est fait remplacer par un collaborateur. Il s'est fait représenter. Il s'est fait représenter, c'est ce que j'ai dit. Vous avez dit remplacer. Ah, représenté par un collaborateur. On apprend ce matin que l'audience est encore reportée sur demain vendredi. C'est la plénière annoncée pour aujourd'hui, oui, qui est reportée sur demain vendredi. Donc, on attend de voir ce que ça va donner. Mais dans l'ensemble, ça fait que l'ambiance redevient un peu plus crispée, alors que moi personnellement je rêvais. Laissez de côté votre avis personnel. Non, mais je suis là pour ça. En réalité, on fait une émission de débat où chacun émet son avis. Moi, honnêtement, au-delà de tout, moi je rêvais, n'est-ce pas, d'un pays où à la fin, ou du moins aussitôt les résultats proclamés, que les vainqueurs prennent leur téléphone pour appeler en tout cas les vaincus prennent leur téléphone pour appeler et féliciter le vaincu. Malheureusement, on n'est pas encore là, et c'est ce qui me chagrine dans tout ça, parce que au-delà de tout, il faut reconnaître que c'est la résultante de la méfiance. Tantôt, cette situation qui nous colle à la peau depuis la présidentielle de 93. Ah oui, et ça, c'est parce que les acteurs politiques ne sont jamais parvenus à se mettre en confiance entre eux-mêmes. Et c'est ça la résultante aujourd'hui. Merci. Alors, pour venir à l'actualité, Flambeau des démocrates, nous, vous parlez des griefs du procureur de la République contre Agboyome Kodjo. En même temps, Agboyome Kodjo qui bénéficie du soutien ferme de Kodjo et de toute sa dynamique. Monseigneur Kodjo et l'équipe de la dynamique qui était en conférence de presse au domicile de Agboyome hier. Et Chronique de la semaine aussi en parle, qui écrit: Monseigneur Kodjo est-il tombé sur la tête? Il se constitue en bouclier pour éviter à Agboyome Kodjo de répondre à la convocation au Parlement. Et le changement se demande, enfin écrit: menace, assignation, intimidation, tous azimuts. À quoi servira au juste une arrestation de Agboyome Kodjo? Monseigneur Kodjo qui réagit et siffle la résistance. Et depuis ce matin, nous avons connaissance des communiqués de presse que la Ligue togolaise des droits de l'homme,
et également le Front citoyen Togo Debout. Ces deux organisations ont sorti des communiqués de presse pour s'élever contre ce phénomène, avec notamment l'enlèvement de 2 collaborateurs d'Agboyome et la procédure intentée contre M. Agboyome. Michel, d'un côté, quelqu'un comme le procureur de la République parlerait de la force de la loi qui doit prévaloir, et de l'autre, on dirait, vu le climat social, est-ce qu'on n'aurait pas pu recourir autrement? C'est un peu encore un peu le débat ambivalent qui se repose. Non, moi je pense qu'à partir du moment où le président de la Cour ou bien la Cour constitutionnelle a donné le verdict, je pense que désormais, si quelqu'un s'hasarde à faire quoi que ce soit, il revient à la loi de le gérer. Et je pense que c'est sous cette voie que se trouve actuellement le procureur de la République, parce que les grèves dont on parle, tout le monde le sait, c'est bien avant même le début de la campagne, au cours de la campagne et juste après la proclamation des résultats. Et donc, il faut que M. Agboyome quand même puisse, heureusement qu'on lui a en tout cas offert une tribune pour s'expliquer. Et c'est suite à cela qu'on peut enlever, qu'on peut lever son immunité parlementaire ou pas. Oui. Et donc, jusque-là, nous observons de voir ce qui va arriver, mais compte tenu de la gravité des accusations, c'est fort probable que son immunité soit levée, qu'il puisse en tout cas faire face à la justice. Et si vous regardez très bien avec moi, en l'espace de 10 heures de temps, il y a eu 2 conférences de presse animées par le camp Kodjoro. Ça veut dire que un vent de panique s'est emparé de cette dynamique-là. Et donc, c'est regrettable pour notre pays, parce que, vous savez, pendant longtemps, j'ai dit, pour ceux qui sont hors de ce pays, les pays amis qui nous regardent, quand il y a certains agissements comme ça, mais on se pose la question de savoir, mais au Togo là, c'est des Bororo ou des Barara qui vivent là-bas, parce que on devait quand même, avec plus de 30 ans d'expérience démocratique, on ne devait pas vivre ce genre de situation où on proclame quelqu'un, la Cour constitutionnelle qui est la Cour en tout cas la haute cour de notre pays, qui doit statuer en la matière, qui donne les résultats définitifs, et que des gens quand même qui ont eu le temps de déposer des recours, qui ont été rejetés. Je pense qu'à partir de ce moment, ces gens-là devaient se plier gentiment. Mais si tel n'est pas le cas, avec tout ce qui se passe, tu l'as dit tantôt, avec la nomination d'un Premier ministre, et nous apprenons depuis hier la nomination d'un ministre des Affaires étrangères, ça veut dire qu'il y a une certaine pagaille à un moment donné, que la loi quand même gère toute cette situation. Pour terminer par là, rapidement, en 30 secondes, Ambroise et Magloire, lorsqu'il intervenait récemment sur des médias, Agboyome Kodjo s'est dit lui-même légaliste, il est prêt à répondre devant la loi de ses actes. Alors, est-ce qu'on devrait s'affoler ou bien plutôt suivre les événements? Il a aussi dit qu'il a déjà été en prison 2 fois. Il n'est pas loin d'aller en 3e fois si on l'y amenait. Mais moi, je me dis, qu'est-ce que le pouvoir togolais de Lomé gagne en emprisonnant Agboyome, qui dit qu'il a gagné les élections? On va l'emprisonner. Pour le moment, on en est à la levée ou pas de son immunité. Oui, comme tu l'as dit, nous aussi, c'est les informations que nous avons recoupées, nous avons lues sur les médias sociaux. Et moi, ça me dit, ça me pose, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que ça ne va pas encore gonfler et enflammer la situation que nous vivons déjà? Surtout que ça donne l'impression que le pouvoir vit face à un peuple hostile. C'est-à-dire, c'est ça quoi. Quand tu fais un sondage, tu comprends que beaucoup ne sont pas contents de l'élection qu'on a fait. Et c'est la pire des élections. Ce que certains nous disent, que c'est la pire des élections que le Togo ait connue. Donc moi, je me dis qu'on n'a pas besoin d'aller là-bas lever l'immunité d'un député. Surtout que les mobiles sont politiques. Ambroise, comme le concerné lui-même se dit légaliste, est prêt à répondre de ses actes devant la loi. Non, on connaît le pouvoir dans lequel nous sommes. Qu'est-ce que lui l'appelle légaliste? Moi, je me dis, aujourd'hui, Agboyome est député. Les motifs d'accusation ne sont pas aussi... Agboyome n'a pas volé. Agboyome n'a pas tué. On parle des motifs, des mobiles politiques. Ça ne peut pas amener en prison. Merci. Alors, on va tenir avec vous. Sur Agboyome, il y a également Focus Info
qui écrit en éditorial que pour Agboyome Kodjo aussi, le plus dur commence. Agboyome que Focus Info qualifie du nouvel illusionniste. 30 secondes, ma gloire. Non, mais écoutez, ce que moi je pense, c'est que en réalité, le procureur de la République doit être uniforme dans toutes ces démarches. Mais c'est ce que je ne constate pas, malheureusement. Parce que, entre autres reproches faits à M. Agboyome, on lui reproche d'avoir repris sur les antennes de RFI et autres médias internationaux les propos diffamatoires accusant le chef de l'État et son entourage d'avoir été les auteurs des incendies des marchés, des grands marchés de Lomé et de Kara. Ça, on le sait, Agboyome avait effectivement repris les propos de Monseigneur Kwadjuro. Mais si le procureur prend ces propos d'Agboyome pour demander qu'on enlève son immunité parlementaire, je crois qu'en réalité, on doit également, s'il est fidèle à sa démarche, on doit également attenter, en tout cas, une démarche contre Monseigneur Kwadjuro également. Parce que c'est lui qui a dit et Agboyome a repris. Mais on laisse Monseigneur Kwadjuro de côté, on s'oriente beaucoup plus vers Agboyome. Pourquoi? C'est à lui seul de savoir. Mais moi je dis, si tant est que le procureur veut être fidèle à sa démarche et logique dans sa démarche, je crois que la procédure judiciaire là devrait normalement commencer par Monseigneur Kwadjuro. Nous sommes contraints de nous arrêter, de nous suspendre ici, le temps de souffler un peu, de nous ouvrir à nos auditeurs qui vont intervenir sur le 22 21 33 114 ou bien le 22 20 19 68 sur les questions qu'on a débattues et pourquoi pas sur la situation au sein de la Coupe Solidarité dont est venu nous parler M. Fiangor qui représente ici la FUSEC. 93.5 Canal FM. Eh bien, c'est parti avec les auditeurs. Le premier de la classe aujourd'hui, Johannes, bonjour. Bonjour. Oui. Monsieur Sass, je me pose certaines questions. C'est-à-dire que nous avons du mal à vous suivre là. Oui, allô. Oui, allez-y. Oui, monsieur Sass, lorsque vous recevez des invités, je me demande par rapport à certains sujets, à l'importance de certains sujets que vous trouvez l'importance d'inviter des spécialistes pour venir nous éclairer. Mais je me demande, est-ce que c'est comme si avant de les inviter, vous-même vous ne vous informez pas assez sur les sujets pour lesquels vous les invitez. Et quand ils viennent, c'est comme s'ils viennent raconter n'importe quoi, mais bon, c'est-à-dire on ne trouve pas d'éclaircie sur ce qu'ils disent. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que par rapport au coronavirus, j'ai du mal à vous suivre. Qu'est-ce que vous avez à dire sur l'un des sujets dont nous avons débattu aujourd'hui? C'est parce que je n'ai pas eu la chance d'entrer en ligne hier. Sinon, le coronavirus est un sujet d'importance. Et vous allez m'excuser de revenir sur ça, mais c'est-à-dire que on n'avait pas compris ce L'ami Johannes, un jeu se joue toujours sur des règles. La règle du jeu, c'est que vous intervenez dans le débat du jour avec les confrères et invités qui sont studios pour vous répondre. Tout à fait. Je me doutais bien que vous allez dire ça, mais... Eh bien, merci Johannes. Si vous n'avez pas de préoccupation sur le sujet, nous donnons la place à quelqu'un d'autre. Comme l'envie d'Aveji, bonjour. Bonjour les invités. Oui. Je voudrais intervenir à propos de ce que votre collègue Michel Tchadia venait de dire, que quand la Cour donne sa décision, que cette décision-là, les gens devaient se plier. Eh bien, c'est bien vrai que c'est une décision supra, et comment dit-on, quand ils donnent une décision, les gens ne vont plus contester. Mais si cette Cour était une Cour à qui bon nombre de Togolais a confiance, je pense que ça pouvait se passer. Or, cette Cour déjà, c'est une Cour incomplète. Et cette Cour est composée des gens du parti au pouvoir. Comment cette Cour peut donner une décision et les gens vont se taire comme ça sans réagir? Merci. Donc, merci. Secondo, à propos de l'immunité de M. Agboyome, et sincèrement, je tombe des nues pour le procureur de la République. En 2005, il y avait un scénario quand le port était arrivé au pouvoir.
Je pense que peut-être à ce temps, il n'était pas procureur, mais son président pouvait aussi prendre une mesure pour qu'on destitue l'aide d'immunité de force, pour qu'on puisse l'interroger. Pourquoi il s'acharne contre Guémé? Merci. Merci. Michel, vous voulez lui répondre sur la question relative à la Cour constitutionnelle? Non, moi je dis bien que c'est une cour composée des gens du parti. Moi, je n'ai pas la carte, je ne connais pas les cartes de ces membres-là. Je ne sais pas s'ils sont de UNIR ou pas. Et de deux, que cette cour est incomplète. Dans tous les cas, elle est incomplète, mais elle a la latitude de travailler. Et à partir du moment où elle rend son arrêt, je pense que tout le monde devait rentrer normalement dans les rangs. Parce que accuser des gens d'être du parti au pouvoir, bon, moi je n'ai pas les preuves que ces gens-là, ils ont été nommés sur la base de leur probité morale et tout, et je ne pense pas que les attribuer des partis politiques, ça peut résoudre le problème. Merci. Juste pour rappeler que il y a tout ce procès-là qu'on fait à la Cour constitutionnelle, mais c'est devant cette cour-là que le candidat Guémé a introduit son recours, et en principe, dans d'autres pays, par exemple, dans de tels cas de figure, la récréation est terminée, mais nous sommes au Togo et nous y sommes toujours. Abonné en ligne, bonjour. Bonjour le plateau. Oui. J'ai une question et une analyse. La question est aux financiers. On nous demande, nous membres de FUSEC, de garder notre sang-froid, comme quoi nos fonds sont bien garantis. J'aimerais savoir si après quelques années ou bien mois, la juridiction dit de payer par exemple 400 millions pour dédommager un licenciement abusif, quel fonds FUSEC prendra pour dédommager la personne en question? Ce sont nos parts ou bien c'est, je ne sais pas. Merci. C'est ça la question. La question est notée. L'analyse, c'est par rapport à la presse togolaise dans toute son entièreté. Et vous m'autorisez que je vais utiliser certains propos. C'est juste pour exprimer mon ras-le-bol. L'année dernière, ici, vous avez nommé jeunes comme vieux qui sont décédés par faute de, je ne sais pas comment l'exprimer, de mauvaises conditions de la presse. Cette année, on recommence. Je me demande où se trouvent les conclusions des journées portes ouvertes et les journées de la presse togolaise. Je me demande où se trouve le niveau des négociations de la subvention de l'État à la presse. Je me demande quels sont les moyens que la presse togolaise laisse à ma disponibilité pour pouvoir les aider. Et je me pose aussi une certaine question. Sachez vous arrêter quelque part pour que d'autres personnes aussi puissent entrer en ligne. Et là, je termine comme ça. Je propose ceci, que chaque vendredi soit laissé à la presse togolaise, qu'on puisse discuter en tout son entièreté pour connaître mieux la presse togolaise. Merci de vous montrer solidaire avec le monde de la presse. Monsieur Fiangor, oui. La question relative à la FUSEC Togo par rapport à la solidarité. Oui, la question de l'auditeur est de savoir si on doit dédommager les gens qui sont licenciés, sur quelles ressources. Eh bien, chaque COPEC constitue chaque année, lorsqu'elle fait sa situation annuelle, elle constitue des réserves que nous appelons réserves pour risque. Et ces réserves servent éventuellement, si on a un problème à dédommager, ce sont ces réserves qui seront utilisées. Alors, en aucun cas, on ne prendra 1 franc sur le dépôt d'un membre pour dédommager un agent. Merci surtout d'aller directement à votre question, de faire bref et net pour que nous puissions gagner en pluralité de l'émission. Le suivant, bonjour. Oui, bonjour. C'est Philippe de Gomé. Philippe. Oui. Eh bien, nous suivons. Par rapport au vol des élections, moi je me dis toujours qu'on embête les opposants en disant qu'on leur a toujours volé. Parce que ça fait 3 décennies, autrement dit 6 élections, et qu'on dise qu'on leur a toujours volé de la même manière, au même lieu, ça prouve leur faiblesse. Ils n'ont qu'à apprendre à faire la politique. Ça veut dire qu'ils ne savent pas faire la politique. Deuxième point, c'est par rapport au résultat de bureau de vote par bureau de vote. On dit de donner le résultat par bureau de vote. Moi, je ne pense pas que c'est possible. Même l'affichage. Imaginez 9389 RAM. Au moins ça. À afficher sur quel tableau?
En temps, vous disiez que, bon, quand on donne les bulletins, on mentionne les notes, matière par matière. Mais la classe a quel effectif? Et par rapport au nombre de bureaux, c'est trop. Par rapport au coronavirus... Non, on n'a pas parlé de corona aujourd'hui, mais pour ce qui est de l'affichage, nous sommes quand même à l'heure de la technologie. On ne demande pas de construire un mur pour afficher les papiers, mais on peut quand même trouver la formule. Les opposants, tous les opposants ont des BV. Tous les opposants. Que tous les opposants nous sortent les BV, qu'on puisse voir. Est-ce que leurs BV sont conformes entre eux d'abord, avant de conformer cela avec celle de la CENI. Mais les opposants ne sortent pas les BV. Ils n'ont pas sorti les BV, qu'on puisse voir la conformité interne à l'opposition par rapport à la conformité avec la CENI. Mais ils n'arrivent pas à le faire. C'est ça normalement, c'est le plan B. Merci beaucoup. Oui. Je ne sais pas bureau de vote et qui n'arrive pas. Le plan B, c'est que les opposants... Oui, vous avez déjà dit ça, Philippe. Merci de laisser la place à quelqu'un qui attend en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et c'est monsieur? C'est monsieur innocent. Non, vous ne pouvez pas être innocent. Le seul innocent qui existe dans ce monde, c'est moi. Il y en a plusieurs. Okay. Maintenant, allez-y. Ok, je vais intervenir sur la sécurité routière. Oui, de ce côté, j'aimerais dire, chaque fois on dit que les gens prennent de l'alcool et roulent, mais il y a un souci avec l'excès de la vitesse. Parce que, bon, je note que sur nos routes à Lomé ici, nous avons les plaques d'obligation qui obligent les gens à rouler à 50 km/h. Que personne ne respecte. Mais personne ne respecte. À commencer par vous et moi. Oui, quand vous voyez des gens rouler, on dirait ils sont en train de faire du fast and furious sur la route. Donc cela, personnellement, moi je trouve que nous les Togolais, proprement dit, avant d'accuser l'autorité, nous devons nous remettre en cause. Parce que quand tu perds ta vie, c'est pas le dirigeant qui perd sa vie. Ou bien quand tu es accidenté, c'est pas lui qui te trouve à l'hôpital. Donc en première position, tu dois protéger ta vie. Et secondo, j'aimerais intervenir aussi sur le cas des braquages. Les surcharges. Des braquages. Braquages, ok. De ce côté, j'aimerais dire que vivement que les banques essayent de jouer les jeux. Parce que, bon, souvent quand je vais à la banque, je me rends compte que quand des gens veulent retirer certaines sommes conséquentes, on n'essaie pas de les mettre à côté dans un coin pour leur remettre ces sommes. On leur remet la somme là, au guichet comme ça, quoi. Devant, aux yeux et à la vue de tout le monde voit la somme qu'ils prennent, quoi. Bon, je me dis que les banques doivent mieux faire de ce côté. Et de ce côté, effectivement, aussi, j'aimerais remercier aussi parce que j'ai un compte là-bas au niveau de la COPEC AB. Quand je vais souvent pour faire des retards, des sommes qui atteignent au moins 1 million, je demande simplement qu'on me donne l'argent au niveau de la comptabilité. Et ils le font chaque fois. Et je suis heureux pour ça. Donc, j'aimerais que les banques aussi se réveillent sur ce côté. Sur le côté politique. Souffrez que, comme d'autres aussi interviennent, d'autres attendent en ligne, la charité de partager, s'il vous plaît. Merci. Au suivant, bonjour. Allô? Il est parti, mais il va revenir. Mais pour ce qui est encore de l'argent, nous les catholiques, nous aimons dit, ne nous laisse pas entrer à la tentation, épargnons-nous tout comportement et attitude qui pourrait faire savoir que nous transportons d'argent sur nous, ou bien que nous gardons de grosses sommes d'argent dans nos domiciles. Il y a les banques, il y a les institutions de microfinance, et puis nous sommes à l'ère de la technologie, il y a le mobile money. Essayons de vivre avec le temps, comme Seydou Badian l'avait écrit. Tout change et nous devons apprendre à vivre avec notre temps. Le suivant, Sylvain Agbaï. Oui, monsieur Sass, bonjour. Oui, bonjour à vous. Oui, nos condoléances. Ah oui, à la presse togolaise, merci. Oui. On grandit et on s'en va. Oui. Et nos condoléances surtout. Et pour l'agent de FISEC, là, et franchement, il faut que ça paye pour discuter. Sinon, c'est pas le moment de licencier. Encore une fois, ce souci technique, quand les gens quand nous perdons les gens, ça nous fait vraiment mal. Mais j'ai pu retenir qu'il a dit que à la FISEC, qu'on apprenne à s'asseoir pour discuter, régler les problèmes. Oui, l'auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Sandro. Pardon? Sandro, oui. Oui. Je voulais aborder la question de la Cour constitutionnelle. Bon, en principe, nous savons que la Cour doit travailler pour le pays. Bon, selon ce qu'on voit, nous avons le sentiment qu'il est en train de travailler pour un parti. Ça, c'est la première position. Maintenant, concernant les proclamations des résultats,
bon, ce que moi j'aurais proposé, ça doit convenir à votre niveau, au niveau des journalistes. Bon, déjà, il y a des élections qui se préparent encore dans 5 ans. Si vous avez la possibilité de vous constituer en équipe pour que la nuit électorale qu'on nous offre là, avec les débats inutiles, si la CENI peut être en concordance avec vous pour pouvoir suivre vos démembrements, si vous pouvez avoir l'effectif de 9300 ou bien en 2025 ça peut augmenter, vous pouvez avoir la disponibilité d'avoir tous vos agents au niveau des bureaux de vote pour pouvoir communiquer à la nuit électorale les résultats que vous aurez obtenus. Au moins, on aurait une petite confiance si vous aussi, vous ne serez plus partisan en ces temps. Merci, merci. Vous avez bien commencé, vous n'étiez pas obligé de finir par quelque chose de désagréable, mais je retiens, et je vais transmettre à Modeste Messanvoussou Akoé que à la prochaine élection, il faut que Canal FM recrute 9389 reporters à déployer dans tous les bureaux de vote, et ainsi nous pourrons faire la veille électorale et vous aurez les résultats. Peut-être que la polémique se sera tue pour une fois. Merci à vous de nous avoir enrichis. Maintenant, nous revenons ici au studio pour faire le point. Vous avez chacun 90 secondes pour réagir sur les propos d'un auditeur, ce que vous aurez retenu. Ambroise? Oui, moi je voudrais rebondir sur la question de la FUSEC, parce que moi je suis pour les gens qui revendiquent leurs conditions de vie et de travail, hein, parce que quand vous êtes syndiqué, vous êtes des membres des syndicats, vous défendez les droits des membres. Donc, défendre votre droit lié aux conditions de vie et de travail, c'est normal. Moi je vous applaudis, je vais même les applaudir. Mais la question que je me suis posée quand j'ai appris tout cela, je me dis, mais de quoi je me mêle? Et de quoi il se mêle? Quand un conseil d'administration nomme un président et que les agents qui travaillent, vous êtes employés, non, le fait, oui, le conseil d'administration est élu en assemblée générale. Oui. Maintenant, les employés, je me dis de quoi ils se mêlent. C'est-à-dire que ce n'est pas de leur ressort de dire, d'enlever quelqu'un qu'un conseil a mis. Pour votre problème, c'est votre condition de vie et de travail. Partout, c'est comme ça. Donc, je me dis que, en fait, heureusement que la FISEC se porte bien. Oui, mais Ambroise, une seconde. Je respecte votre avis, mais on a vu même dans des pays des gens manifester pour demander la démission d'un président de la République, également légitimement élu. Ici, nous sommes dans une entreprise de mieux financière. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. Si. Donc, le rapport est là. Oui, mais je dis, moi j'ai vécu le cas de Total, tout ça là, mais le DG de l'État est toujours là, mais le DG de Nioto, le DG de la Blastolie, c'est la France qui le nomme 2-3 ans. Mais ça n'a rien à voir avec c'est pour les dire gens qui sont là-bas. Que des travailleurs manifestent souvent pour demander la démission de leur directeur. Le cas n'est pas particulier à la Oui, moi je te répète ça. Je te répète que ce cas-là est particulier parce que demandez vos conditions de vie et de travail, on vous comprendra. C'est ce que moi j'ai voulu. Merci, Magloire. Oh, non, mais il y a un auditeur qui a dit qu'il serait beaucoup plus mieux ou la FISEC gagnerait mieux à faire en sorte que très souvent qu'ils s'asseyent pour discuter entre eux. Je crois que c'est une très bonne proposition parce que comme notre invité l'a dit, certes les coopératives disposent d'une caisse où quand il y a des pensées en cas de règlement judiciaire, on piquerait là, mais moi je pense qu'on ferait aussi mieux en investissant cette somme-là dans d'autres activités plus bénéfiques. Plutôt que de payer des dommages. Voilà, là, je vous appuie. Des dommages parce que je ne sais pas, j'ai eu dire qu'entre-temps, s'agissant justement de ce problème, on a eu à interpeller la justice et la justice a ordonné à ce que le président du conseil d'administration puisse surseoir, n'est-ce pas, à certains actes. Je ne sais pas qu'est-ce qui en est par rapport à la suite de cette décision. J'ai dit tantôt, si nous avions le président et les techniciens de solidarité, il y a beaucoup de choses qu'on dirait ici. Mais une sagesse nous apprend de ne pas parler de l'absent. C'est pourquoi on met le sujet. Donc pour moi, fondamentalement, il est clair que dans toute situation, qu'on puisse s'asseoir et discuter entre eux. Merci. Michel, 90 secondes sur ce que les auditeurs ont dit. Oui, il y a quelqu'un, je lui dis merci parce qu'il se plaignait des conditions de vie des journalistes que nous sommes. Il se posait la question, qu'a-t-on fait des conclusions des états généraux de la presse à Palémé il y a 5-6 ans de
de choses ont été dites à Palimé, mais jusqu'à présent, nous sommes au regret de constater que ça ne prend pas corps, les décisions ne rentrent pas en application. Et vous savez aussi que cette année, nous étions au JPO à Cara, journée porte ouverte de la presse, où nous avons aussi parlé de la grille, que ce soit au niveau des radios, télévisions, presse écrite et presse en ligne. Il faudrait quand même à un moment donné que, à partir du moment où on nous demande de se constituer véritablement en entreprise, puisque le nouveau code de la presse nous l'impose, il faut aussi que la presse s'organise pour avoir des moyens afin de donc la presse togolaise privée a convenu d'une grille. Pour les journaux écrits. Donc si tout ça va être fait, je pense que les conditions désastreuses dans lesquelles nous sommes, nous végétons aujourd'hui, je pense que si tout ça là est réuni, si tout ça là prend corps, je pense que nous n'allons pas déplorer des situations que nous constatons aujourd'hui. Merci. Une petite pause justement commerciale et nous revenons recueillir vos cartons et la conclusion de notre invité. Merci très rapidement, M. Fiangor. Vous avez 30 secondes pour votre conclusion. Merci beaucoup. Nous tenons à vous remercier de nous avoir donné l'opportunité de répondre à quelques questions sur la crise qu'il y a à la COPEC Solidarité. Nous voulions remercier les membres pour leur confiance. Ils ne continuent pas à venir faire des dépôts, des retraits sur tous nos sites. C'est un manque de confiance et nous estimons que l'ensemble des Togolais ont compris que la FUSEC est leur institution. Personne ne viendra mettre le pied dans ce que nous sommes en train de faire depuis 50 ans. Je voudrais également vous rassurer que les dirigeants sont à pied d'eux pour trouver les meilleures solutions aux problèmes qui se posent, tant est que ceux qui disent qu'ils ont des problèmes ont la volonté d'approcher leurs dirigeants pour qu'on les écoute et qu'on leur donne des explications sur ce qui est leur droit et leur devoir. Pour finir, je voudrais vous rassurer que nos dirigeants sont disponibles pour vous apporter d'amples explications sur cette question dès la semaine prochaine, une fois qu'on aura repris les services de façon normale sur tous les autres aspects. Parce que sur la période des 3 jours, on a fait le minimum, le service minimum. Aujourd'hui, on a pris les dispositions pour reprendre tout. Quand les choses vont se normaliser, nos dirigeants seront disponibles pour parler aux populations. Merci, M. Fiangor, pour votre disponibilité. Vous allez transmettre nos salutations coopératives à tout le réseau FUSEC Togo, à la COPEC Solidarité. Encore une fois, nous osons espérer que dans les tout prochains jours, lorsque la tension aura baissé un peu, le PCA pourra se libérer pour venir parler de sa propre voix à ses membres coopérateurs, à qui nous rappelons que le mouvement coopératif, c'est d'abord la démocratie qui doit prévaloir au sein des coopératives d'épargne de crédit. Ambroise, votre carton, juste le carton et la personne à qui vous le décidez. En fait, je n'ai pas de quelques cartons, mais je tiens quand même à envoyer un message aux partis politiques de l'opposition qui ont participé à l'élection, de leur dire qu'ils n'ont pas pensé au peuple togolais. C'est le peuple togolais qui est là, qui est demandeur, qui souffre, qui a soif de la paix. Merci Ambroise. Comme c'est la période des cartons, on va faire en sorte, le temps est contre vous. Magloire, votre carton. Que leur voix se joigne à celui. Magloire, votre carton. Mais carton vert à la conférence des évêques du Togo qui a décidé, n'est-ce pas, de mener une lutte fratricide contre les abus sexuels et autres pédophilies au sein de l'Église catholique. Déjà, on a procédé à l'installation du premier bureau du centre de dénonciation des cas d'abus sexuels au niveau du diocèse de Lomé. Et ça va se dupliquer dans tous les diocèses du Togo. Merci Michel, votre carton. Non, moi, j'ai présenté mes sincères condoléances à la famille de Rupati Kolonou et à ses proches. Vous savez, chez nous, on dit personne ne peut se fâcher contre la mort. Parce que vous soyez content ou fâché, quand elle veut venir, elle n'a pas besoin de votre aide. Merci. Le club La Presse également qui peut s'autoriser ce carton vert à cette bonne volonté qui offre des postes de sécurité et de gardiennage
aux jeunes gens togolais de deux sexes entre 20 et 40 ans qui habitent les zones du port de Baguida, d'Agbalpedo. Vous composez le 90 06 52 52. Mais la bonne volonté demande aux étudiants de s'abstenir. Parce que les étudiants, ils vont s'engager et ils ne viennent pas. Donc, étudiants s'abstenir. Les autres qui sont prêts à travailler pendant un temps, vous composez le 90 06 52 52. Et peut-être que vous gagnerez ce premier poste-là. Et ainsi, vous viendrez assurer la troisième mi-temps un jour ici, après le club de la presse.